christianisée est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulmans et très largement arabisés, au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine arabe? Nous sommes tout à fait... Voilà, une question historique de grande envergure. Alors Gabriel Camps, d'abord qui était le regretté Gabriel Camps? Gabriel Camps était le grand historien de l'Afrique du Nord, du monde berbère. C'est un homme tout à fait extraordinaire, ce Gabriel qui meurt il y a quelques mois. Et Gabriel Camps posait vraiment bien cette question. Car en fait, le grand problème est que face aux populations d'Afrique du Nord, nous pensons que nous sommes en présence d'Arabes. C'est faux. Nous sommes en présence de deux types de populations. Soit de Berbères qui sont restés ethniquement des Berbères, soit de Berbères racialement entre guillemets Berbères, qui sont culturellement devenus arabes. Mais il n'y a pas d'apport de population arabe, ou très peu. Nous verrons ensuite comment arrivent ces Arabes, très peu. Et aujourd'hui, l'arabisation intellectuelle est telle que des familles qui sont morphotypiquement d'origine génétique berbère croient qu'elles sont d'origine arabe, car leurs ancêtres sont rentrés dans des kabilas arabes, et selon le principe cher aux populations d'Arabie, lorsque l'on entre dans une famille ou lorsque l'on entre dans une parenté ou parentèle, l'on adopte la généalogie. Donc c'est tout à fait de bonne foi que des gens qui sont en fait des berbères génétiques pensent qu'ils sont des Arabes en récitant leur généalogie qui les rattache à des grandes tribus arabes de la péninsule arabique. Parce que, comment s'est passé le problème, la question? Nous revenons à la conquête. La conquête de l'Afrique du Nord par les arabo-musulmans. Cette conquête a été rapide. Elle a été rapide, nous en connaissons les causes. Dislocation du monde romain, lutte division de l'Église, les schismes, les hérésies. Dans la partie la plus orientale du Maghreb, la présence des Vandales, les Byzantins qui sont détestés par les Berbères, les Berbères des villes qui sont opposés aux Berbères des campagnes. Donc un monde totalement désuni, et face à ce monde désuni, l'envahisseur, qui lui est porteur d'une religion neuve et excessivement dynamique, va rentrer très facilement. Mais attention, la conquête ne va pas se faire très facilement. Il va y avoir des résistances. Les Berbères vont résister. D'abord, les Byzantins vont résister. Mal. Parce que les Byzantins sont enfermés dans les villes, avec des belles murailles, de belles fortifications, mais ils commettent chaque fois l'erreur de sortir avec leur infanterie en plaine, et ils sont taillés en pièces par les cavaliers venus d'Orient, qui ne sont déjà plus des cavaliers uniquement arabes. La majorité est composée d'Égyptiens, car les Arabes sont déjà minoritaires dans les troupes d'invasion. Donc l'invasion est déjà une invasion qui n'est pas complètement arabe. Les Byzantins se font tailler en pièces, ils vont essayer de revenir, ils reprennent Carthage après l'avoir perdu, etc. Les Berbères eux-mêmes, certains Berbères vont résister. Il est intéressant de voir que vont résister les Berbères qui sont christianisés et qui sont relativement romanisés. En d'autres termes, vont résister les Berbères qui ont perdu leur berbérité. Mais les Berbères non chrétiens, non influencés par Rome, essentiellement ceux de la partie ouest du Maghreb, c'est-à-dire ceux de la vallée de la Moulouya et du Maroc actuel, eux, vont se convertir immédiatement à l'islam. Ce qui va sauver la berbérité. Je ne sais pas si vous me suivez. Les Berbères romanisés chrétiens vont lutter farouchement, et quand ils seront vaincus, ils se convertiront à l'islam, et ils perdront le souvenir de leur berbérité, ils deviendront arabes culturellement, et ils vont se fondre dans le monde civilisationnel arabe, tandis que les Berbères, qui eux étaient restés païens, vont accepter l'islam, et la rapidité de la conversion va sauver la berbérité. Et nous avons aujourd'hui la carte des ensembles berbères qui sont restés homogènes et qui sont restés fortement berbères. C'est la carte de la non-romanisation et de la non-christianisation de l'Afrique du Nord. C'est tout à fait intéressant. Les grands noyaux berbères authentiques sont ceux qui n'ont pas été pénétrés par la romanité. C'est un paradoxe que l'on ne s'explique pas. C'est un paradoxe qui est une réalité. Et les Berbères vont
lutter ensuite. Les Berbères islamisés vont lutter contre la présence arabe, mais non pas contre l'islam. Et ils vont au contraire adopter toutes les hérésies musulmanes successives. Car pour eux, le fait religieux est secondaire. Je parle de l'ensemble des Berbères à ce moment-là. Le fait religieux, pour ceux qui avaient été chrétiens et pour ceux qui se convertissent à l'islam, n'est tout que secondaire. Seul compte le peuple et l'ethnie. Et ces Berbères, devenus musulmans, vont repousser l'influence arabe au nom de l'islam. On a tout compris. Ils vont chaque fois utiliser les schismes qui affaiblissent le monde arabe oriental. Et ils vont toujours être au cœur de ces schismes. Et comme ce sont des guerriers, ils vont souvent être l'élément moteur militaire de ces schismes. Les Fatimides, par exemple. Le schisme fatimide est un schisme qui repose sur les tribus berbères Koutama et qui va consister à la conquête de l'Égypte et de la Palestine par les Berbères. Mais ensuite, ça évoluera. Le kharidjisme, le kharidjisme est un cas d'école. Le kharidjisme est une notion qui est très claire. Que se passe-t-il dès le début de la conquête musulmane, arabe, pardon. Dès le début de la conquête arabe, les Arabes deviennent minoritaires dans le monde musulman. Dès qu'ils sortent d'Arabie, se convertissent à l'islam des non-arabes. Ce qui fait que les Arabes vont créer une aristocratie arabe dominante un ensemble de convertis. Ce qui va tout à fait dans le sens contraire du message égalitaire de l'islam, universaliste et égalitaire. Une sorte d'aristocratie qui plus est de deux ou trois tribus d'Arabie. Les nouveaux convertis ne vont pas l'accepter, car pour eux, le commandement du monde musulman ne doit pas revenir à une aristocratie, à une filiation, doit revenir aux meilleurs parmi les musulmans. Et c'est pour échapper à la colonisation arabe que va être développée la doctrine kharidjite, doctrine qui dit que le commandement de la communauté n'est pas héréditaire et doit appartenir par égalité aux meilleurs des musulmans. Les Berbères, notamment ceux du Maroc, qui sont restés ethniquement très fortement berbères, n'acceptent pas d'avoir des gouverneurs venus de Damas ou venus de Bagdad en l'occurrence. Et ils vont, au nom du kharidjisme, se soulever contre les gouverneurs et contre le monde oriental. Et toute l'histoire des Berbères va être une suite d'adhésions aux divers schismes qui vont permettre de repousser la présence arabe, et au nom de l'islam. Cette constante est tout à fait extraordinaire. Le sentiment ethnique est tellement fort qu'ils vont faire inconsciemment le pari de faire du judo avec la religion dominante. Ils utilisent la religion dominante pour mieux écarter la colonisation arabe. Et ça va marcher. Ça va marcher jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et l'évolution, tout va changer au XIIe, XIIIe siècle quand les Fatimides se retournent contre ceux qui les avaient mis au pouvoir, c'est-à-dire les royaumes berbères, les principautés berbères d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que ces principautés berbères d'Afrique du Nord vont se tourner contre les Fatimides, car le pouvoir fatimide du Caire devient un pouvoir qui, à son tour, risque d'oppresser la berbérité. Et quand les Berbères ont ce sentiment, ils vont trahir les Fatimides pour se tourner vers Bagdad. Ce qui fait que les Fatimides, qui sont en lutte contre Bagdad, vont décider de punir les Berbères. Et comment vont-ils les punir ? En faisant déferler sur le monde berbère 5 grandes tribus arabes, parmi les plus pillardes et les plus primitives, Beni Solahim, Beni Hilal, Beni Mahil, avec toute leur confédération, et ces tribus vont être envoyées vers l'ouest, terre de conquête. Allez-y. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est arbre fruitier, plantation en Libye, est éliminé. Jusqu'à cette époque, la Libye avait conservé ses vergers, C'est à ce moment-là que la Tunisie devient un désert, la Tunisie qui était un verger. Ces tribus vont transférer en Afrique du Nord l'économie pastorale basée sur sur la chèvre et le mouton, qui était celle des zones les plus déshéritées de l'Arabie. Et ces tribus arrivent
sur le Maghreb.